Pourriez-vous tomber amoureux d'un robot au point d'en faire votre partenaire de vie? Le professeur Hiroshi Ishiguro fait le pari que oui. Une équipe de découverte s'est rendue au Japon pour rencontrer ce roboticien, dont les recherches suscitent à la fois de la curiosité et de l'effroi. Les gens ont toujours peur de l'inconnu. L'écart entre les humains et les robots s'efface progressivement. L'un est fait de chair, l'autre de quincaillerie. Pour le reste, je ne vois pratiquement pas de différence entre les deux. Il s'appelle Gemini F, Android U, Gemini Hi5. Ce sont des robots Android conçus pour ressembler le plus fidèlement possible à des humains. Selon leurs créateurs, ils pourraient bientôt faire partie de nos vies. Pensez-vous que les robots pourraient devenir nos amis, nos amants, nos partenaires de vie? Sans aucun doute. Est-ce qu'ils seront un jour considérés comme des humains? Bien sûr, pourquoi pas? Hiroshi Ishiguro est professeur à l'université d'Osaka. Il est l'un des roboticiens les plus en vue de la planète. Ses recherches touchent à l'ingénierie, à l'intelligence artificielle, mais aussi à la psychologie et aux sciences cognitives. Son objectif, créer des robots dotés d'intelligence, d'émotion et peut-être même d'une conscience. J'observe les gens. Je crée des robots qui reproduisent leurs moindres gestes et comportements. Le robot le plus célèbre du professeur Ishiguro, c'est lui. I'm a Gemini Hi4. I'm a copy of Professor Ishiguro. I'm giving a lectures instead of him, especially in foreign countries when he was busy. Le roboticien opère Gemini Hi4 à distance. Professor Ishiguro, myself, is speaking from next room. Un ordinateur capte la voix du professeur, estime le mouvement de ses lèvres et de sa tête, puis les transmet parfois à des milliers de kilomètres. I can use that copy for giving. Mon androïde me remplace dans des congrès à l'étranger. Save my time much. So that's Ça me permet de gagner du temps. very practical solution for me. Au fil des années, le roboticien a réalisé plusieurs versions de son double. Hello everybody, I'm Android. On voit ici la tête de Gemini Hi5, le plus récent de la série. Android means a very human-like robot. Of course, I'm getting old. Je vieillis. Et les androïdes, eux, ne changent pas. Il faut que j'en fabrique de nouveaux pour conserver la ressemblance. Android identical to me. Parfois, il emploie la stratégie inverse. C'est l'humain qui se calque sur le robot. My face is made in silicon. Le professeur admet avoir subi des chirurgies esthétiques pour ressembler davantage à son androïde. It's easy C'est facile and quickly make us younger. et plus économique. Money. Le professeur analyse les humains sous toutes leurs coutures, jusqu'à leurs micro-mouvements. Le battement des paupières, le mouvement des yeux, les expressions du visage.
L'expression du visage, c'est essentiel pour transmettre une émotion. Quand on regarde quelqu'un nous sourire, on partage quelque chose. Les robots du professeur Ishiguro sont encore loin de pouvoir passer incognito dans une foule. Les défis d'ingénierie sont difficiles à relever. Kohei Ogawa collabore avec le professeur Ishiguro depuis des années. Il a conçu plusieurs des robots qui animent le laboratoire, dont Android U et aussi Gemini F. C'est la copie d'une femme dont l'identité est secrète. On peut utiliser son visage et son corps, mais on ne peut pas révéler qui elle est. Elle vit ici à Osaka. La peau de Gemini F est douce et lisse. Mais sa texture n'est pas tout à fait celle de la peau humaine. Le silicone classique est trop rigide pour les expressions faciales. S'il est trop mou, il va se déchirer. On a créé une recette spéciale, un silicone à la fois souple et robuste. Faire bouger cette peau pour permettre au visage d'exprimer toute la gamme des émotions humaines représente un défi extrêmement complexe. Chez l'humain, il y a une centaine de muscles qui contrôlent les expressions faciales. Nos robots, eux, n'ont que 10 à 12 actuateurs dans leur tête. Il n'y a pas de place pour en mettre plus. Un actuateur, c'est l'équivalent d'un muscle. C'est une pièce qui permet de convertir un signal électrique en mouvement. Si on en mettait une centaine dans nos robots, ils auraient une tête environ grosse comme ça. Dans le futur, les expressions des robots pourraient devenir plus naturelles grâce à des muscles artificiels beaucoup plus petits. Le deuxième défi, c'est la reconnaissance vocale. Pour avoir une conversation, un robot doit capter et reconnaître les mots de son interlocuteur. La technologie a fait des progrès fulgurants ces dernières années. On peut maintenant donner des commandes verbales à son téléphone cellulaire pour lui demander d'appeler un contact, par exemple. Avec un robot Android, les choses se compliquent. Quand on parle à notre téléphone, on utilise une bonne grammaire et on prononce bien. Mais lorsqu'on se retrouve devant un robot Android, on parle comme si c'était un humain. On utilise un langage courant, plus difficile à comprendre pour la machine. En 2013, Kohei Ogawa a installé une copie de Gemini F dans un grand magasin d'Osaka. Baptisé Minami, l'Android devait parler avec des clients pour leur vendre des chandails de cachemire. Dans un endroit comme un magasin, il y a du bruit de fond. Et vous n'allez pas vous approcher du robot comme ceci. Vous allez respecter sa bulle. Le bruit de fond était tel que les clients de Minami ont dû répondre à ces questions par l'intermédiaire d'un écran. Cela n'a pas empêché le robot d'enregistrer de très bonnes ventes. Il y avait 25 vendeuses sur l'étage. Et Minami s'est classée au 6e rang. Ah, c'est très bon. Très bon. Elle ne s'est jamais plainte. Elle travaillait dur, de longues journées. Jamais malade. Jamais malade. Le professeur Ishiguro croit que les robots comme Minami sont appelés à se multiplier. La population du Japon vieillit. On va avoir besoin de robots si on veut maintenir notre qualité de vie. Ces androïdes ne se limiteront pas à vendre des chandails en cachemire. Une fois par semaine,
le professeur se rend dans son second laboratoire, au sud de Kyoto. C'est ici que se trouve Erika. L'androïde est considéré comme son robot le plus avancé. Elle parle japonais et anglais. Sa fonction est purement sociale. Elle a été conçue spécifiquement pour faire la conversation. Des microphones cachés dans les plantes en plastique captent les mots de son interlocuteur. Un logiciel de reconnaissance vocale les saisit. Puis, l'intelligence artificielle d'Erika fabrique une réponse. Elle génère aussi le mouvement de ses lèvres et de sa tête. Évidemment, ce n'est pas aussi parfait qu'un humain. Erika peut discuter de sujets très limités. Malgré tout, je pense que les gens, lorsqu'ils lui parlent, perçoivent une forme d'intelligence, d'émotion, de conscience. Le professeur rêve d'aller beaucoup plus loin. Il rêve de robots capables de comprendre le langage humain avec toutes ses nuances. Capables de décoder nos émotions. Mais aussi capables d'y répondre avec sensibilité. Pour Ko Ogawa, c'est l'ultime défi. Si je dis au robot « je t'aime », il peut enregistrer les mots. Mais la difficulté, c'est d'y répondre de façon appropriée. Et pour ça, le robot doit comprendre ce que ça signifie d'aimer. Le sens des mots « je t'aime » varie énormément selon le contexte ou l'intonation. Le professeur Ishiguro et ses collaborateurs croient qu'à force de scruter les êtres humains, les robots pourraient apprendre à mimer leurs réactions et leurs émotions. Des caméras cachées dans les yeux d'Erika filment ses interlocuteurs. L'équipe de recherche accumule de précieuses informations. Si on arrive à créer un robot doté d'intelligence, d'émotion, d'une conscience, on arrivera à mieux comprendre ce qui nous distingue en tant qu'être humain, ce qui nous rend uniques. Un autre robot, tout récent, a été conçu pour épier les comportements humains. C'est celui d'un enfant. Il s'appelle Ibuki. Contrairement aux autres robots du laboratoire, Ibuki peut sortir à l'extérieur. Il roule en se dandinant légèrement pour imiter la démarche humaine. Ses concepteurs, dont le professeur Yoshihiro Nakata, espèrent que les humains interagiront avec lui plus aisément qu'avec les robots adultes, comme Erika. Lorsque les gens parlent à un enfant, ils s'attendent à ce que son intelligence soit moins évoluée que celle d'un adulte. Ils sont plus patients, ils lui parlent plus lentement, ils amplifient leurs gestes pour se faire comprendre. Cela permettra à Ibuki de collecter beaucoup plus d'informations sur ses interlocuteurs. On pourrait arriver à décoder les mécanismes qui régissent les émotions humaines. Ça peut prendre des années, mais c'est possible. On pourrait alors créer des robots qui seraient équipés des mêmes mécanismes. Une émotion générée par des équations mathématiques et des logiciels
serait-elle aussi noble et valable qu'une émotion humaine? Si vous dites au robot « je t'aime » et qu'il répond « je t'aime », peut-être que c'est suffisant. Si vous vous sentez aimé par le robot, c'est ce qui compte. Tora Koyama est philosophe. Il collabore avec le professeur Ishiguro et réfléchit à la place que pourraient prendre les robots androïdes dans la société du futur. Il n'exclut pas que les humains puissent tisser des liens d'attachement avec des robots. Pendant la guerre en Irak, il y avait des robots démineurs qui accompagnaient les troupes. Les soldats les considéraient comme de vrais collègues. Et lors de leur retraite, ils ont demandé à ce que les robots reçoivent des médailles. Un robot androïde capable de faire la conversation et de simuler des émotions aurait encore plus d'attrait. L'être humain a besoin de contacts sociaux. Les gens qui vivent seuls, qui sont isolés, peuvent perdre leur humanité. Les robots androïdes peuvent les aider. Ils peuvent leur tenir compagnie. Une version rudimentaire des robots d'Hiroshi Ishiguro est déjà mise à l'essai. On l'appelle Télénoïde. Il ressemble à un enfant, mais sans sexe, sans visage, sans membres. Il est téléopéré. On l'a testé dans des centres pour personnes âgées pour tromper la solitude des résidents. C'est très positif. On fait des expériences au Japon, en Allemagne, en Italie. Les personnes âgées ont bien réagi? Oui, même celles qui ont du mal à parler avec les humains arrivent à communiquer avec Télénoïde. Parce que son apparence est neutre, les participants peuvent imaginer ce qu'ils veulent. Certains philosophes occidentaux considèrent que c'est contre l'éthique. Pour eux, une relation est valable uniquement si elle se développe entre deux humains, capables d'exprimer des sentiments réciproques. Le philosophe japonais n'est pas entièrement d'accord. Pour lui, il est normal qu'il existe des relations de différentes natures. La relation entre un robot et un humain ne pose pas de problème, à une condition. Le robot doit absolument divulguer qu'il est un robot. Il ne peut pas y avoir de confusion. C'est une règle d'éthique fondamentale. Les Européens, par exemple, ont peur des androïdes et des éventuelles dérives. Mais nous, les Japonais, on est différents. On accepte d'emblée la nouveauté. Et on corrige plus tard, au besoin. C'est pour ça que notre culture peut sembler étrange pour les autres. Au temple Kodaiji, à Kyoto, on a installé un androïde issu du laboratoire du professeur Ishiguro. Appelé Mindar, il prêche les enseignements du Bouddha. Il représente un canon, une sorte de divinité bouddhiste. Le bouddhisme a toujours été à l'avant-garde. À l'heure de l'intelligence artificielle, on a décidé d'utiliser un androïde. Les concepteurs du robot ont volontairement choisi de laisser sa mécanique exposée à la vue. Seul le visage est humain. Sa voix est délibérément artificielle.
On n'a pas voulu créer un robot qui essaie de se faire passer pour une divinité. C'est plutôt une divinité qui s'est incarnée sous la forme d'un robot. Beaucoup de gens ont trouvé ça étrange au début. Même moi, je trouvais ça étrange. On s'attend à une image plus conventionnelle du Bouddha. Mais après avoir écouté le prêche pendant 20 minutes, plusieurs se sont mis à prier, les mains jointes. Bien sûr, il y a eu des critiques. Des gens ont dit « Oh, Monsieur Goto est fatigué. Il fait travailler un androïde à sa place. » Pour nous, les Japonais, il n'y a rien de bizarre. J'ai grandi à l'époque de bandes dessinées comme Astro et Tetsujin 28. Les robots au Japon, on les voit comme des amis. Les robots androïdes sont-ils destinés à devenir nos égaux ou nos esclaves? Je ne pense pas qu'ils seront nos égaux, mais ils auront des droits. Ce sera un peu comme la relation qui existe entre les enfants et leurs parents. Il y a environ 200 ans, les personnes handicapées au Japon n'étaient pas reconnues comme des humains à part entière. Ils n'avaient pas de droits. C'était comme les esclaves aux États-Unis. La société évolue. À partir du moment où un robot peut comprendre ce que je dis et exprimer des émotions, je pense qu'on doit le traiter comme un être humain. Tencho Goto n'est pas d'accord. Le professeur Ishiguro est formidable, mais il ne pourra jamais créer un robot tout à fait comme un être humain. Je pense que c'est impossible. Le robot ne pourra jamais avoir peur de la mort, de la solitude, ou ressentir la joie ou la tristesse. Le professeur Ishiguro croit que c'est la définition même de l'humain qui est appelée à changer. Dans le futur, notre conception de l'humanité sera plus large. Pour évoluer, on a besoin de diversité. Et cette diversité va venir de la technologie. Est-ce qu'on devrait avoir peur qu'un androïde comme Terminator prenne le contrôle du monde et nous élimine? C'est un scénario de film. À Hollywood, ils sont toujours en train d'imaginer que les robots vont détruire le monde. Je préfère les films japonais, où les robots sont sympathiques. I like Japanese movie more.